Bonjour, alors aujourd'hui on va faire des groupes. C'est pas tout à fait des groupes, disons que c'est le groupe S4, mais vu comme les permutations du mot IREM. Et oui, qui a 4 lettres. Et en même temps, c'est pour moi un petit peu la séquence nostalgie, puisque je vais vous montrer ma fiche de sixième quand j'étais petit, début des années 70, et vous verrez que c'est la fiche 11 prime. 11 prime, donc ça voulait dire que la fiche 11, bon, c'était en gros, je dirais à la louche, la huitième semaine quand on est en sixième, en maths, voilà, semaine 8. Prime, c'était la fiche supplémentaire. Alors évidemment, d'où bon, le côté surprenant qu'elle pourra avoir. C'était la fiche supplémentaire pour que ceux qui ont bien avancé sur la fiche 11 puissent ne pas s'ennuyer et travailler sur la fiche 11 prime. Voilà l'idée. Donc je vous rappelle, ou je vous dis un petit peu comment ça se passe. L'IREM crée des fiches qui s'appellent des fiches Galion. Et nous, ben, les élèves de sixième, on est face à des fiches. Le professeur dit pas grand-chose, tout est auto-inclus dans la fiche. On apprend des choses, donc on a une fiche 1, une fiche 2, une fiche 3, et on remplit la fiche, et le professeur passe, bon, il nous raconte deux, trois choses au tableau, mais c'est pas un cours magistral, c'est un cours où c'est nous qui remplissons des cases, et voilà. Alors pendant qu'on remplissait, le professeur passait dans les rangs pour voir si ça allait. Voilà, c'était en gros comme ça que ça se passait. Bon, ça peut paraître complètement fou, mais vous allez voir ce qu'on faisait sur les groupes. Voilà, alors allons-y. Donc on a un ensemble U, alors on savait dès le départ, hein, dès la première fiche, on sait ce que c'est qu'un ensemble, IREM, et un code S transforme le mot émir en le mot Rémi. Donc voilà, donc vous avez compris que E donne R, R donne I donne M donne E. Donc bon, bah, quand on a fait un petit peu des permutations, on reconnaît un cas de cycle. Un code T transforme le mot rime en le mot mire. Donc vous voyez que qu'est-ce qui se passe? On a R qui est envoyé sur M qui est envoyé sur R, et I et E qui sont invariants. Donc on a une transposition, hein, c'est un deux cycles. Les codes S et T définissent ainsi deux bijections, petit s et petit t. Vous remarquerez quand même que euh, on différencie le code et la bijection sur l'ensemble U. Donc, bon, quand on fait des mathématiques, on comprend que on est en train de regarder des permutations. Alors, 1 trace, alors vous voyez le petit tutoiement sympa, les schémas sagittaux des bijections S en rouge et T en jaune. Donc vous voyez, on commence par mettre du rouge là, puis il fallait remplir, hein, fallait remplir. Schéma sagittal, ça voulait dire, bon, on fait le dessin de la permutation, hein. R donne I, après il fallait mettre I donne M, voilà. Et donc on voyait arriver un cas de cycle à l'intérieur d'un carré, parce que en fait on est en train de, de, de travailler sur le carré quelque part, hein, vous allez le voir assez rapidement. Et là, en jaune, bah, fallait mettre une petite boucle à I, une petite boucle à E, et puis R donne M donne R, voilà. Donc ça, c'était le 1. 2, code le mot rime au moyen des bijections SS, SSS, SSSS, TT, ST, TS, voilà. Bon, bah voilà, c'est du boulot, hein.
Donc SS, bien sûr, ça allait être une double transposition. S au cube, bah, ça va être un 4 cycles, mais qui va dans le sens inverse. Ça va être l'identité. TT, bah, ça va être l'identité aussi. ST et TS, bah, on allait trouver des doubles transpositions. Trouve en construisant un arbre toutes les bijections différentes que tu peux obtenir en composant les bijections S et T. Toutes les bijections, donc ça voulait dire qu'il fallait faire un arbre avec S. Alors déjà, on avait dans les fiches précédentes commencé à construire des arbres. Donc on avait S, SS, ST, TS, TT, etc. Mais après, il fallait voir quelles étaient les bijections différentes. Alors vous voyez, comme c'est des éléments d'ordre fini S et T, eh bien, en construisant ces bijections différentes, ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement regarder le sous-groupe de S4, de S de U, si on veut, des permutations de U, engendrées par S et T. Voilà, fiche 11. Tu appelleras U la bijection neutre, V la bijection SS, donc, qui va être une double transposition, W la bijection ST, X la bijection TS, donc ça c'est encore... Donc ici, VWX, ça va être 3 doubles transpositions, Y la bijection SSS, donc forcément un 4 cycles, et Z la bijection SST, qui va être une transposition. Vous voyez ce qu'on a en gros. Je pense que là, on a complètement vu tous les éléments. En fait, c'est ça, hein, toutes les bijections, elles sont là. Donc, c'est le petit exercice où la suite de l'exercice nous dit qu'on est sur la bonne voie, qu'on les a toutes trouvées, hein. D'accord? Donc, disons que par ordre alphabétique, il y a S, T, U, V, W, X, Y, Z, ce qui fait 8 éléments. Complète la table de Pythagore ci-dessous. Et donc, fallait compléter ça. Alors, je me rappelle qu'on avait eu ça à un moment en interrogation écrite. Et c'était chaud. C'était chaud parce que 8 x 8, ça fait quand même 64. On avait environ, je sais pas, une demi-heure pour remplir tout ça. De mémoire, ouais. Voilà. C'est bizarre. Bon, donc vous voyez que c'est la table du groupe, hein. 8-8. Fallait remplir tout ça et voir tout avec des lettres S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alors ça fait bizarre que l'élément neutre soit là, en plein milieu. Ça fait bizarre aussi de pas avoir mis. Donc, évidemment, hein, on aurait aimé, si on, avec les habitudes qu'on a nous, hein, on aurait aimé avoir l'élément neutre à gauche ici et l'élément neutre en haut. Et aussi le sous-groupe engendré par les 4 cycles, donc le sous-groupe distingué ici, là, pour voir arriver ce sous-groupe-là, sa classe l'autre classe modulo ce sous-groupe, l'autre classe et le sous-groupe pour voir des groupes distingués en quelque sorte, hein. On a une table de groupe qui est dans la table de groupe. Ici, on aurait, je dirais que quand on quotiente par le groupe, si on avait mis les choses comme ça, on aurait 0, 1, 1, 0 globalement, ce qui est vraiment le groupe distingué. Mais bon, là, ils n'ont pas poussé le bouchon. Regardez les autres questions. Cette composition de bijection est-elle commutative? Bon, bah, il fallait montrer que donc la commutativité, on la voyait dans la symétrie par rapport à cette diagonale principale. Et bon, ça, on savait faire ça. Dresse le tableau des symétriques. Voilà, que les sont symétriques. On se doute que S sont symétriques, ça va être lui, là. Comment il s'appelle? Y. Voilà. T ben, sont symétriques, ça va être T. U sont symétriques, ça va être U, etc. Et, quand même, regardez, quelles sont les solutions des équations suivantes. Donc, vous voyez, on a grand X. Donc, non seulement on faisait des équations, mais des équations dans un groupe. Alors, bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde la ligne de V,
On regarde quand c'est ce qu'on va avoir, on va trouver U, et on va remonter pour voir qui est X, voilà, etc., etc. Et là, la dernière, c'est chaud, quoi. Il y a XX, c'est une équation du second degré dans un groupe huitième semaine en sixième. Ils sont mignons. Voilà. Bon, alors, on peut aussi maintenant faire quelques petites réflexions intéressantes qui ont du recul par rapport à un élève de sixième, même de l'époque. On a en fait ce que veut nous faire la fiche, faire faire la fiche, c'est trouver le 2 silos, un 2 silos de S4. Vous voyez qu'il est d'ordre 8, un sous-groupe d'ordre 8, S4 est d'ordre 24, donc 8 c'est la puissance de 2 maximale dans 24, qui divise 24, et donc c'est le 2 silos. De quoi est constitué ce 2 silos? Eh bien, il est constitué, tous les 2 silos sont conjugués, donc ils sont tous constitués de mêmes éléments dans la classe de conjugaison, disons. Donc il est constitué, on a vu, d'un élément neutre, 3 doubles transpositions. Donc là, l'élément neutre c'était U, les doubles transpositions c'est VWX, 2 4 cycles, et 2 transpositions, là c'est Z et T. Voilà. Alors c'est un peu normal, hein, comment on va trouver le nombre de 2 silos de S4? Alors, il y en a combien des 2 silos? Eh bien, il n'y en a pas un, sinon il serait distingué. Les sous-groupes distingués de S4, c'est le groupe de Klein, hein, donc les constitués du neutre et des 3 doubles transpositions. Et puis sinon, c'est A4, hein, qui est d'ordre 12. Voilà. Alors, vous voyez bien que ça ne va pas être 1. Et puis après, il faut trouver un nombre impair, donc congru à 1 modulo 2, qui divise 24 et qui soit raisonnable. Bah, ça va être 3, parce que ça ne peut pas être 5, ça ne peut pas être 7, ça ne peut pas être 9, ça ne peut pas être 11, ça ne peut pas être 13, etc. etc. Bon, voilà, donc après c'est fini. Donc c'est 3, voilà. Alors, donc vous voyez que en tout, dans S4, si on doit faire un petit peu de dénombrement, vous avez 6 4 cycles, et dans chacun des 3 2 silos, ces 6 4 cycles vont se partager en 2, 2, 2. Donc il va y avoir 2 4 cycles par silo. De la même manière, il y a 6 transpositions en tout, hein, 2 parmi 4. Donc ça va se partager en 2 transpositions par silo. 6 divisé par 3. Et maintenant, en revanche, les doubles transpositions, bah, ça forme un sous-groupe distingué. Donc forcément, comme ça forme un sous-groupe distingué, ça va être dans tous les 2 silos, puisque les 2 silos forment une orbite pour l'action de conjugaison du groupe. Donc on va avoir le sous-groupe distingué qui va être dans tous les 2 silos. Voilà notre petite réflexion personnelle. Ensuite, on peut dire que ce groupe, eh bien, on le connaît, il est répertorié en tant que groupe dans la classification des groupes. Il s'appelle D4, c'est le groupe diédral, qui est représenté justement par le groupe du carré, d'où ce petit carré qui était là, hein, pour se donner un petit peu une vision géométrique de cette combinatoire. Les transpositions, donc c'est le groupe des isométries du carré. Donc évidemment, vous avez l'élément neutre, vous avez les rotations. Donc parmi les rotations, bah, on les voit, il y a 7 rotations dans ce sens-là. Vous avez la rotation inverse dans l'autre sens. Et vous avez la rotation au carré qui va donner une double transposition. Une double transposition, ça veut dire que ça va envoyer R sur M et I sur E. Donc en fait, c'est une symétrie centrale. Voilà, une rotation d'angle π.
Maintenant, vous avez les symétries, et vous avez deux symétries par rapport aux diagonales, donc elles vont avoir deux points fixes, donc ça va être des transpositions, et vous avez les deux symétries par rapport à des bimédianes qui vont donner les deux autres doubles transpositions, parce qu'on avait déjà une double transposition réalisée par une symétrie centrale. Voilà, donc inutile de vous dire que c'était l'âge d'or de l'IREM, hein, qui avait réussi à faire une extraordinaire liste de fiches pour que l'élève puisse, dans l'idéal, en tout cas c'était un bel essai, être autonome, hein, et dans cette autonomie développer des maths modernes qui étaient, bon, qui allaient probablement créer une génération de jeunes mathématiciens, informaticiens, et des gens qui savent réfléchir plus généralement, qui savent se structurer. Ça commençait, je vous le disais, par la théorie des ensembles, et tout de suite on avait les quantificateurs, c'est-à-dire que dès la fiche 2 et 3, on avait les quels que soit, il existe, le complémentaire, la réunion, l'intersection, on faisait des dessins, etc., etc. Je vous laisse imaginer que, que les parents, eh ben, ils étaient complètement largués, ce qui avait tout de même l'avantage de redistribuer les cartes, en quelque sorte, hein, dans la transmission du savoir. Et effectivement, je sais que, bon, moi je venais d'un collège très très modeste, et que quand on s'est, notre génération de mathématiciens, quand on s'est retrouvé à l'ENS, bon j'étais à l'ENS Saint-Cloud, on venait de lycées généralement pour la plupart modestes. Il y avait beaucoup de fils d'ouvriers, de fils de paysans aussi, et je pense que, et des fils de profs évidemment, hein, c'est sûr, mais je pense que cette façon de faire a permis un petit peu de redistribuer les cartes. Alors effectivement, hein, c'était certainement ce dont la société avait besoin à l'époque, de redistribuer. Il y avait forcément, fallait faire quelque chose des enfants d'ouvriers parce qu'il allait plus y avoir de boulot pour les ouvriers, pareil pour les paysans, etc. Et donc les maths modernes rentraient probablement dans dans cette perspective-là. Bon, en tout cas, on peut le supputer. Il y avait évidemment, je peux vous dire que nous, on était une classe, en sixième, on était une classe entre 35 et 40, hein, dans notre classe. Bon, c'est vrai qu'on n'était pas très agité. On nous disait, bah, faut remplir des cases, on remplissait des cases. Je peux estimer à 15 dans la classe les enfants que ça amusait beaucoup. Après, je pense qu'il y avait évidemment, comme tout système, et puis particulièrement celui-ci qui était quand même un petit peu difficile, dans tout système, il y a des laissés pour compte. En tout cas, on était une bonne quinzaine, je dis, à faire notre boulot, à se tirer la bourre, à essayer de faire la course l'un avec l'autre. Voilà, quoi. C'était quand même, pour nous, pour un certain nombre en tout cas, c'était fun. Bon, après, pour d'autres, je comprends que ça peut être le cauchemar. On est quand même en train de faire on remplit des cases, 64 cases pour le 2 silos de S4. Mais maintenant, voilà, ce que je voulais dire là-dessus, et c'est ce sur quoi je veux conclure, c'est que il faut voir comment maintenant les étudiants sont un peu traumatisés quand on leur parle de théorie des groupes et quand on va leur dire on est en train de regarder le groupe des 4 qui est un 2 silos de S4, etc., qui agit sur l'ensemble U, etc. Bon, voilà. Et qu'il y a des profs à l'agrégation interne qui sont traumatisés par ça. Voilà. Et ben, j'ai envie de leur dire, retrouvez l'enfant que vous étiez, l'enfant qui n'a pas de tabou, l'enfant qui a pas de traumatisme, l'enfant qui se lance dans ce qu'on appelait la table de Pythagore du groupe, avec
avec joie et avec une belle santé. Voilà, je m'arrêterai là.